Après un mois de pause, One Piece revient en grande pompe avec un Garp magistral. C'est en effet sur la ruche que nous nous retrouvons aujourd'hui. La guerre entre la marine et les pirates de Barbe Noire fait rage et le héros de la marine prouve au monde entier que ce titre lui sied à merveille. Pourtant, la fin du chapitre laisse Garp dans la posture la plus inquiétante jamais dévoilée à ce jour. Alors que réserve le futur du grand-père de Luffy? Quels sont les secrets et détails que vous n'avez pas relevés dans ce chapitre? Bienvenue dans cette nouvelle review les bros, toutes vos questions auront une réponse. Un mois sans review, c'était très long mais le retour n'en est que meilleur. J'espère que cette vidéo vous plaira. Pour cette occasion, explosez les likes et abonnez-vous pour qu'on atteigne ensemble les 360 000 abonnés. Merci beaucoup à vous. J'informe les retardataires que vous pouvez participer sur Twitter au concours que Jump Ichiban, le nouveau partenaire de la chaîne, et moi-même avons lancé pour vous faire gagner la magnifique Ichiban Kuji de Marshall D. Teach. En plus on est dans le thème, n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien. Voilà, je poste ça là, vous en faites ce que vous en voulez. Je vous embête pas plus, la review peut commencer, alors préparez-vous bien, c'est parti. Ah oui, et normalement on est en live sur Twitch ce soir pour parler du chapitre. Des bisous. On ne peut pas faire plus simple, ce chapitre c'est que de la baston. Garp tabasse absolument tout l'équipage de Teach à lui seul et démontre la véritable férocité du nommé héros de la marine. Il n'a clairement pas volé son titre, il le prouve encore aujourd'hui dès la première page du chapitre même, puisque l'on voit San Juan Wolf atterrir dans l'océan comme s'il avait été éjecté de l'île. Bien que la scène n'ait pas été vue dans son intégralité, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est simplement Garp qui l'a littéralement soulevé. Faut quand même se rendre compte que San Juan Wolf peut faire jusqu'à 180 mètres de hauteur, le poids que ça représente c'est absolument terrifiant. Si Garp est vraiment parvenu à le soulever de sa simple force brute, il doit très clairement être le personnage le plus fort de One Piece en termes de force physique. En même temps, quand on le voit balancer des boulets de canon à main nue encore plus rapidement que ne le ferait un véritable canon, fallait presque pas s'étonner. Parfaite transition, Garp a troqué des boulets de canon contre des pirates enflammés. Oui, ça n'a plus aucun sens. Après que Vasco Shot ait utilisé les pouvoirs de son fruit de l'alcool pour cracher du feu, Garp s'est contenté de ramasser les corps gisant au sol de ses ennemis pour s'en protéger, envoyant des pirates flamber à travers la ruche pour créer un véritable chaos. C'est un démon, véritablement. On rappelle que le mec a 76 piges et qu'il n'utilise rien d'autre que ses poings. Patrouille du démon, absolument rien. Alors on peut d'ailleurs remarquer que la cicatrice de Garp a disparu sur cette planche. Eh bien sachez que oui, il y a une petite anecdote derrière. Pour ça, il faut remonter au SBS du volume 59. Un lecteur qui n'avait strictement rien à faire de sa vie s'est amusé à compter à combien de reprises la cicatrice de Garp disparaissait. Il en est arrivé au chiffre 25. Oda aurait dessiné Garp sans sa fameuse cicatrice à plus de 25 reprises sur toutes ses apparitions jusqu'au tome 58. Bon, après, faut le croire sur parole, moi je suis pas allé vérifier et compter de moi-même. Par contre, la réponse d'Oda va vous faire sourire puisque l'auteur explique sur un certain ton ironique bien sûr que la cicatrice de Garp apparaissait seulement quand un ennemi qu'il détestait se trouvait autour de lui et que ce Garp sans cicatrice était peut-être sa véritable forme. Bon, alors ça a été présenté comme une blague et j'imagine que ça en est vraiment qu'une, mais pour oublier sa cicatrice sur un panel aussi gros et voyant dans ce chapitre qu'il oppose justement à tant d'ennemis, je me suis dit qu'Oda a peut-être voulu faire un petit clin d'œil à cet ancien SBS et que nous avons bel et bien là la véritable forme de la puissance brute de Garp. Alors j'en profite pour dire que le fruit d'Avalokiteshvaro combiné au crâne de la ruche, ça donne vraiment lieu au truc le plus creepy qu'on ait jamais vu dans One Piece. C'est une véritable terreur nocturne le machin. On passe à un moment plus inquiétant, la grande erreur de Koby. Celui que l'on peut sans doute considérer comme le futur héros de la marine a bel et bien fait une terrible erreur contre son gré pendant cette guerre contre les pirates de Barbe Noire. Pensant sauver une femme en détresse, Koby se fait piéger par une complice. Déconcentré par la scène, il baisse sa garde et Shiryu, invisible, s'apprête à le poignarder avant que Garp s'interpose, subissant de plein fouet l'attaque à sa place. C'est clairement pas bon, il a beau combattre avec une supériorité évidente sur ses adversaires, s'il subit trop de blessures similaires, eh bien il tiendra pas longtemps. Toutefois, ce n'est pas un synonyme de défaite pour autant. Garp reste une force de la nature et ce n'est pas cette attaque en particulier qui va signer son arrêt de mort. Ce n'est donc pas l'attaque de Shiryu qui risque de tuer Garp, mais bien l'accumulation de tous les dommages qu'il a subis depuis le début. On parlera davantage de l'hypothèse de sa mort plus loin, mais une chose est sûre, ça doit faire longtemps que Garp n'a pas été dans une si mauvaise posture. Pourtant, son sacrifice a été une action lourde de sens et de symbolique. C'est Koby qui l'a tenté de protéger, celui qui incarne le futur de la marine. Garp a agi comme a agi Shanks lorsqu'il a sauvé Luffy de la noyade. Il pourrait miser sa vie sur son élève car il sait que personne d'autre que lui n'a le potentiel de le dépasser. J'aime toujours autant les doubles sens que cache n'importe quelle action dans One Piece. Celle-ci est évidente, certes, mais elle n'en reste pas moins la preuve d'un attachement particulier à ses élèves, mais aussi au futur
figure de la justice qu'il aime tant. En tout cas, ça ne va pas en s'arrangeant comme l'en témoignent les forces pirates de Teach, attirées par le sang de Garp et son affaiblissement croissant. On comprend tout de suite ce qui les motive, la même raison qui les poussait à vouloir capturer Kobe, la prime que la Cross Guild a posée sur la tête de Garp. On parle là de 3 milliards de berries, une somme absolument astronomique et amplement méritée, apparemment réservée aux amiraux. Le système des primes de la Cross Guild devient donc encore un petit peu plus explicite. Kobe pesait 500 millions de berries représentés par 5 étoiles. Si une seule étoile vaut 100 millions, alors il en faut 10 pour atteindre 1 milliard, et l'étoile se transforme alors en couronne. Garp en possédant 3, sa prime s'élève naturellement à 3 milliards de berries. Et en me rendant compte du montant que ça représente, je me suis à nouveau demandé comment la Cross Guild pouvait avoir autant d'argent à dépenser, quasiment assez d'argent pour s'acheter le OPOP Nomi à 5 milliards de berries quand même. Alors certes, tout l'argent semble venir de Crocodile et non de Baggy, puisque ce dernier lui a justement demandé des fonds pendant l'ellipse, mais alors d'où vient la fortune de l'ancien usurpateur du trône d'Alabasta? Le mec est quand même parti de zéro après Marineford et semble être devenu milliardaire ou pas loin en moins de 2 ans. Je pense très sincèrement que lui et Das Bones ont à nouveau arnaqué un royaume, ce qui expliquerait leur présence dans un lieu assez prestigieux après l'ellipse. Après tout, pourquoi changer une recette qui fonctionne? Bon alors ok, la Cross Guild machin, la prime de Garp et tout, mais écoutez, on est entre vous et moi, on est en petit comité là tranquille, faut que je vous confesse un petit truc, mais pitié me jugez pas. Bon, alors c'est pas une théorie, c'est pas un foreshadow de ouf, du moins je pense pas, mais il faut quand même que je vous en parle. Les symboles sur la prime de Garp représentent 3 couronnes à 3 branches. Et cette même couronne me fait penser à celle d'Imu. Et sur la prime de Kobe, on y retrouve 5 étoiles, soit la représentation du Gorosei qui se font appeler bien les 5 étoiles. Oui, c'est un autre pseudo qu'ils ont. Alors qu'est-ce que ça apporte? Eh ben j'en sais foutrement rien, mais je peux pas vous cacher avoir fait le rapprochement avec les 3 couronnes qui sont peut-être les 3 armes antiques, 3 reines, 3 rois, peu importe, et qui seraient justement reliés à Imu à cause de sa couronne à 3 branches. Alors est-ce que ça veut dire que le Gorosei est lié aux 3 armes antiques, ce qui est pas si con, avec leur nom de dieu et de planète? Est-ce que ça veut dire que Imu est elle-même une arme antique? Allez, j'arrête là, ça va mener à rien. Passons à la suite, mais quand même si vous avez une idée, dites-la en commentaire, on sait jamais. Ouais, allez, passons à la suite, une suite qui malheureusement s'annonce beaucoup moins joyeuse et drôle puisque 6 chapitres plus tard, Aokiji se remet enfin de la technique Blue Hole que Garp le lui avait infligée et revient affronter son mentor. Dans un clash de haki absolument phénoménal, Garp et Aokiji explosent à nouveau une partie de la ruche et de ce qu'on peut voir du côté de Garp, c'est le coup d'Aokiji qui lui a fait plus de dégâts que celui de Shiryu. Mais finalement, le plus inquiétant reste l'action finale d'Avalokitesaro, incarnant toujours l'île de la ruche grâce à son fruit du démon et qui souhaite désormais détruire le bateau de Garp transportant civils et marines blessés. Une sentence qui semble inévitable, surtout vu l'état de Garp toujours au sol et souffrant de plus en plus de blessures importantes. Le chapitre se clôt ici, nous laissant dans un suspense insoutenable. Que va-t-il advenir de cette épée de Damoclès la semaine prochaine? Eh bien, ils seront sauvés. Oui, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. À vrai dire, scénaristiquement, je ne vois pas Avalokitesaro tuer tous les occupants de ce bateau, Tashigi compris, puisqu'elle en fait partie, sous les yeux impuissants de Garp qui ne semble pourtant pas si inquiet. Alors on peut partir sur l'idée qu'il va se relever, car oui, Garp va se relever, il n'est pas encore mort, et le héros de la marine va peut-être dévoiler à nouveau sa puissance monstrueuse pour détruire le bras de Pizarro. Ok, une autre idée autant intéressante est que le bateau de Garp utilise la même technique qu'ils ont utilisée pour voler sur la ruche, un espèce de coup de burst qui va permettre au navire du vice-amiral de s'envoler dans les airs et d'esquiver l'attaque qui leur vient du dessus. Ça, c'est les scénarios plus ou moins basiques mais non moins épiques qui pourraient se dérouler. Pourtant, j'ai une théorie tout aussi simple et efficace qui me semble peut-être encore plus cohérente. Quelqu'un va venir. Un secours externe va apparaître pour sauver le bateau. Alors pour tout vous dire, j'ai vraiment beaucoup de sauveurs en tête qui pourraient apparaître, alors je vais tâcher de les classer dans un ordre de possibilités et de cohérence. Première possibilité, une flotte de la marine apparaît. Ça a tout de suite été ma première théorie et en tête d'affiche, j'avais évidemment Sengoku et Tsuru venus prêter main forte à leur vieil ami. Pour contextualiser un petit peu la situation sur la ruche, Garp est venu sauver Kobe avec le reste du Sword mais n'a tenu au courant personne de sa mission, à un tel point que Tsuru et Sengoku ne l'ont appris qu'au chapitre 1082. Vu le danger que représentait la décision de Garp, qui a littéralement sauté tête la première dans le territoire d'un Yonko sans véritable aide ou soutien offensif, je ne peux pas croire que Sengoku et Tsuru resteront passifs, sans rien faire, en espérant que leurs potes reviennent tranquillement à la maison. Un autre truc qui me fait penser ça, c'est la présence de Kujaku avec Garp. Kujaku qui, je le rappelle, est la petite fille de Tsuru. Tout ça ne fait que conforter l'idée que Sengoku ne laissera pas Garp mourir
partir seul sur l'île d'un pirate, et Tsuru en fera de même pour sa petite fille. En tout cas, ça me paraît parfaitement logique. On peut même aller plus loin et espérer voir Smoker apparaître, puisque lui aussi a une attache à l'événement qui se déroule actuellement. Il est le supérieur de Tashigi qui se trouve justement sur le bateau, qui risque à tout moment de voler en éclats. Vous l'aurez compris, trop d'éléments correspondent pour que ce soutien théorique que Garp recevrait dans le prochain chapitre soit la marine qui passe à l'action venue sauver les siens. C'est peut-être la raison pour laquelle Garp dit que la justice triomphera et qu'il ne semble pas inquiet de la destruction imminente de son bateau, car il aurait senti la présence de Sengoku au loin avec Tsuru et toute l'armada de la marine venue le sauver. Alors ça, c'est la possibilité numéro 1, ma préférée et celle dont j'ai l'intime conviction qu'elle se réalisera. Mais vous le savez, votre cher Goji n'est pas tout puissant et il peut se tromper. Et oui, je sais, moi aussi, ça m'étonne. C'est pourquoi j'ai pensé à un autre personnage qu'on a peut-être un peu trop oublié à mon goût dans cette guerre sur la ruche, et il s'agit de Moria. Et effectivement, si on remonte au chapitre 1080, Koby nous apprend que s'il est parvenu à s'enfuir, c'est grâce à Perona, qui elle-même est venue sauver Moria détenu prisonnier par Teach. Le deal semblait plutôt simple, Perona libère Koby et Koby libère Moria, un échange de bons procédés. Problème, eh bien, depuis le chapitre 1080, aucune trace de Moria. Koby ne l'aurait donc pas libéré et aurait fait faux bond à Perona. Ah là là, c'est bien mal connaître l'honnêteté et le bon cœur du futur héros de la marine. Koby a sans aucun doute libéré Moria, bien que ce dernier ne s'est pas manifesté depuis ce moment-là. Ce qui signifie que Perona et son capitaine sont quelque part sur la ruche, attendant peut-être le bon moment dans les ombres, c'est le cas de le dire, pour porter un coup critique à l'équipage de Barbe Noire pour se venger de la mort de Absalom. En toute franchise, je m'attends à ce qu'il puisse apparaître là où se trouve Pizarro, et s'il lui porte un coup, alors il pourrait déstabiliser l'attaque de la ruche et peut-être ainsi sauver le bateau de la marine sans vraiment le savoir. En tout cas, il est clair et net que Moria doit réapparaître, tout comme Perona, alors j'ai envie de dire quel meilleur moment que ce moment-là. Bon, il y a également une troisième possibilité, mais là c'est plus un cumul d'idées qui sont moins intéressantes que les deux autres. J'ai pensé un instant à Dragon, qui viendra aider son père, mais la dernière fois qu'on l'a vu, il était avec Sabo Ivankov sur Kamabaka, une île qui se trouve dans la première moitié de Grand Line. Alors, sauf s'il parvient à traverser la moitié du monde en 2 chapitres, bon, je vois pas trop comment Oda pourrait justifier une telle intervention. J'ai très brièvement pensé à l'homme transportant le dernier Rod Poneglyph qui avait été dévoilé au chapitre 1081, capable de créer des tourbillons d'eau et tout, mais j'ai pas franchement d'argument, si ce n'est que sa mention par Aokiji et l'équipage de Barbe Noire pourrait plutôt bien coïncider avec son apparition ici au large de la ruche, mais franchement pas giga convaincu, donc on passe. Pour finir, et là je pense que ça tiendra quand même un petit peu plus que les deux idées précédentes, c'est tout simplement qu'on ait affaire à un retour de Teach sur la ruche. Alors qu'est-ce que ça pourrait apporter? Eh bien, l'empereur pourrait ordonner à Pizarro de stopper son attaque pour les laisser en vie, et ainsi profiter de ce rêve qui l'intéresse tant, à savoir d'utiliser des otages de la marine comme monnaie d'échange pour devenir roi officiel de la ruche. Effectivement, et d'après Aokiji, Teach ne tirera rien de Koby, qui ne serait plus officiellement un marine aux yeux de ses supérieurs. Aucune revendication intéressante ne pourrait alors être faite. Par contre, pour Garp et tous les autres, c'est possiblement différent. Si Barbe Noire capture Garp, le héros de la marine, le soldat le plus connu et respecté au monde, alors le gouvernement mondial aurait tout intérêt à négocier avec lui et notre bon vieux Teach pourrait alors atteindre le statut de roi qui l'intéresse tant. Voilà, ça aussi c'est une idée qui m'intéresse et j'avoue que ça commence à faire beaucoup. J'aime autant la théorie que Sengoku et Tsuru débarquent, que celle mettant en scène Moria qui attendrait patiemment dans l'ombre son moment pour attaquer, que celle de Teach utilisant Garp comme véritable monnaie d'échange. Dites-moi votre théorie préférée parmi ces trois en commentaire, mais en tout cas soyez rassurés, il y a très peu de chances que Pizarro détruise véritablement le bateau de la marine. Bah tiens, d'ailleurs parlons de lui un petit peu. Deux choses m'ont interpellé dans ce chapitre le concernant. Tout d'abord, il précise bien en allant écraser le bateau de Garp qu'il vient d'obtenir ce pouvoir, ce n'était donc pas le sien à l'origine et il a volé à son ancien utilisateur. Bon, alors on va pas aller théoriser sur qui était cet utilisateur, ça pourrait être intéressant, mais là au moins ça apporte une réponse à notre question, ce qui est déjà plutôt pas mal. Reste désormais à savoir si les autres membres de l'équipage de Barbe Noire avaient eux aussi leurs fruits avant ou non, ça j'imagine que ça nous sera révélé au fur et à mesure dans la suite. La deuxième chose qui m'a interpellé, c'est l'égocentrisme qu'a fait preuve Pizarro dans ce chapitre, disant en gros qu'il en avait marre de voir Barbe Noire en tête d'affiche à chaque fois et qu'il voulait désormais prendre un petit peu de cette lumière pour lui. Et ça c'est vraiment un
un truc qui me semble beaucoup trop important et récurrent dans cet équipage. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est à mon sens cet égoïsme qui va les pousser à leur perte. Ça va faire très pouvoir de l'amitié ce que je vais vous dire, hein, mais leur manque mutuel de confiance, leur nombrilisme exacerbé de chapitre en chapitre, c'est vraiment un truc qu'on ne voit généralement pas chez les antagonistes quand on prend du recul. Peut-être chez Ener et encore. L'exemple le plus récent, c'est chez Kaido. Ils se soutenaient et avaient confiance les uns dans les autres. Moi, je me rappellerai toujours de cette scène de Jack défait par l'armée des Minks Sulong qui s'excusait auprès de Kaido et que Kaido lui-même lui disait qu'il n'y était pour rien car les Minks étaient beaucoup trop forts. Derrière le comportement sanguinaire, bestial de Kaido, on a pourtant eu une vraie part de compréhension et d'humanité. Pourtant, son bras droit avait totalement échoué. Pareil pour King, lui et Kaido ont une relation formidable, un respect mutuel et à aucun moment on pouvait imaginer lui ou même Queen dire « Ouais mon gars, ras le cul de voir Kaido sur les gros titres, moi aussi je vais être connu. » Non, jamais tu aurais vu ça. Pourtant, c'est une mentalité omniprésente chez Teach, j'ai l'impression. Alors est-ce parce qu'ils n'ont pas vécu de moments émotionnels forts ensemble ou simplement parce qu'ils sont de base de véritables barjots? Ça j'en sais rien, je suis toutefois persuadé que leur mentalité, si elle ne change pas, hein, les mènera à leur perte. Je ne sais pas s'ils vont s'entretuer, se trahir, se mutiner, mais Teach va sans doute payer le prix de mélanger entre eux autant de criminels égocentrés dans son équipage. Attendez, on parle et tout, mais il faudrait peut-être pas oublier que j'ai éludé une grosse partie du chapitre là. Qu'en est-il du flashback d'Aokiji et Garp? Ne vous inquiétez pas, je vous garde le meilleur pour la fin. C'est Brand New, le goth qui nous porte toujours toutes les infos dont on a besoin, qui nous révèle aujourd'hui le lieu d'entraînement du vice-amiral Garp. Pas seulement, ce fut également celui d'Aokiji lorsqu'il était dans la marine. La particularité de ces lieux, c'est les sacs de sable sont des navires de guerre de la marine, des cuirassés de guerre même. Les mêmes que la marine utilise dans leur Buster Call. Ouais, effectivement. Bon, alors, écoutez, on n'est pas là pour juger, et après tout, quel meilleur moyen pour Garp de s'entraîner que d'aller dans une extrême démesure, hein? Vous vous doutez bien que j'ai énormément de choses à analyser sur ce flashback et cet entraînement, alors on va commencer par le début, la date du flashback. Ah, je vous entends déjà dire, mais il nous fait chier avec sa chronologie, lui, et pourtant vous allez découvrir qu'elle cache pas mal de choses qui vont vous passionner. Alors tout commence avec cette première scène montrant Aokiji demander à Garp d'être son disciple, chose qu'il refuse pour finalement accepter pas longtemps après. L'esprit de contradiction chez Lady, on commence à connaître avec le temps. On peut déjà tenter de déterminer à ce moment-là à combien d'années remonte cette scène. Garp dit à Aokiji d'aller se faire entraîner par un instructeur de la marine, et ce dernier répond qu'ils lui ont déjà tout appris. Or, nous apprenions dans le tome 1000 fourni lors de la projection du film Z il y a plus de 10 ans qu'Aokiji a rejoint la marine à 19 ans et qu'il était l'élève de Zephyr, lui-même instructeur de la marine. Cette histoire remonterait alors 30 ans en arrière vu qu'Aokiji en a 49 actuellement. Problème, parce que oui, il en faut toujours avec ces putains de chronologie, mais il y a 30 ans, Garp avait de la barbe, chose qu'il n'a pas ici, dans ce flashback. Alors c'est possible qu'Oda ait fait une petite erreur dans ce chapitre. Par contre, chose intéressante à noter, il y a 30 ans, Garp combattait Donchin Jao et disait qu'en guise d'entraînement, il a fracassé 8 montagnes qui lui servaient de punching ball. Donc déjà à ce moment-là, Oda teasait les préférences de Garp en termes d'entraînement qui sortaient bien de l'ordinaire. Bref, on en revient à notre chronologie, et si cette première scène peut être un petit peu difficile à cerner précisément, on peut estimer qu'elle se déroule entre 30 et 33 ans en arrière, en tout cas après les événements de God Valley et un petit peu avant le combat contre Donchin Jao. Deuxième scène qui nous apporte plus de précision cette fois-ci, Garp dit que son fils est devenu un révolutionnaire. Ça, nous savons précisément l'année, puisque Shaka nous a révélé au chapitre 1066 que c'est l'année de la destruction d'Ohara que Dragon, Ivankov et Kuma ont fondé ensemble l'armée révolutionnaire il y a 22 ans. Pour finir, le dernier flashback en date, celui où Garp dit à Aokiji que son petit-fils Luffy veut devenir pirate, remonte à mon avis 12 ans en arrière. En effet, il y a 12 ans que Garp a isolé Luffy au Mont Corvo chez Dadan et les autres, car le village de Fushia avait une mauvaise influence sur lui. Tu m'étonnes, en même temps, il a rencontré le badass Shanks qui lui a filé son chapeau, il lui a fait bouffer un fruit du démon. Bah, du coup, le petit Luffy, il a voulu devenir pirate, ce qui a fait vriller Garp. Tout porte donc à croire que cette scène à 12 ans. Voilà, alors personnellement, j'aime bien savoir et comprendre ce qu'Oda nous présente dans ces cases, il se casse le crâne à mettre en place une chronologie qu'il tient parfaitement et ce depuis plus de 25 ans, donc même si ça peut sembler inutile, je trouve que ça lui rend un chouïa honneur que de déterminer quand et comment un flashback se déroule. Entre temps, nous pouvons d'ailleurs constater qu'Aokiji s'améliore à un tel point que ses coups résonnent aussi fort que ceux de Garp à la toute fin, certes après plusieurs dizaines d'années d'entraînement, mais ça va nous permettre de faire la transition sur l'entraînement qu'ont subi les deux marines. D'après Brand New, c'était leur routine
routine, leur entraînement quotidien, une habitude que Garp avait depuis sa jeunesse au sein de la marine et qui a forgé sa force légendaire d'aujourd'hui. Il y avait cependant deux règles, pas de haki ni de fruit du démon. L'intérêt d'un tel entraînement était alors d'entraîner rien d'autre que la puissance brute et donc indirectement le haki. C'est comme ça que ça marche dans One Piece. C'est un scénario qu'on avait pu découvrir avec Luffy durant son séjour dans la prison d'Udon, le fait qu'il n'ait pas utilisé son fruit du démon mais qu'il portait des charges lourdes tout en limitant son haki, ça a directement influencé la grande puissance qu'il a obtenue juste après. Donc oui, tout porte à croire que pour devenir plus puissant, il faut s'entraîner de la façon la plus simple qui soit pour obtenir une progression encore plus grande. Du côté d'Aokiji et Garp, je me demande s'ils sont pas allés encore plus loin dans l'entraînement. Normalement, les navires de guerre de la marine voient leur coque recouverte de granit marin, un matériau qui semble des plus résistants dans l'univers de One Piece. Donc Aokiji, même en ayant un fruit du démon, parvenait peut-être à boxer du granit marin et à enfoncer entièrement la coque d'un bateau. Et ça, si c'est vraiment le cas, il est vraiment monstrueux. Et justement, on en vient au point d'orgue de ce flashback, car malgré la puissance phénoménale qu'ils émanent, Aokiji nous l'a prouvé et Brand New nous l'a confirmé. La force de ces héros n'est pas innée. Rien ne s'obtient qu'avec le simple avantage du sang. Si Aokiji a obtenu une puissance pareille rivalisant avec Garp dans son entraînement, c'est parce qu'il a bossé pour ça pendant des dizaines d'années. Pourtant, quand il a commencé, il parvenait à peine à effleurer la coque du bateau. Oda veut donc nous faire comprendre que ces personnages n'ont pas tant un don inné, mais davantage une volonté qui leur permet de s'élever au-dessus du reste. Alors, je suis à la fois totalement d'accord et pourtant j'ai mis une petite réserve sur cette déclaration. Il y a effectivement des personnages naissants avec aucun avantage, et qui parviennent à se hisser particulièrement haut. Si on prend justement Kobe, il n'avait clairement aucune compétence physique, mais en moins d'un an, il est devenu un puissant marine, à des années-lumière de ce qu'il était à l'origine. Il est devenu un héros par la force de sa volonté, par son entraînement et sa détermination, pas par son sang. De l'autre côté, Garp lui était quand même déjà pas mal puissant quand il était gamin, il a dompté un tigre, semblait accumuler un trésor, bon, c'est pas non plus un random quoi. Et là on en vient à un autre exemple, vraiment parfait, et c'est Oden. Rappelez-vous, il est né avec des aptitudes exceptionnelles pour son âge. Il a frappé sa nourrice alors qu'il n'avait même pas 1 an. À 2 ans, il a attrapé 2 lapins en pleine course, en même temps témoignant d'une vitesse surhumaine. À 4 ans, il a tué un ours en lui lançant un rocher. Alors Brand New, mon ref, t'es bien gentil à dire que personne ne naît héros, mais des mecs comme Oden ou même Garp, ou même Big Mom d'ailleurs, se distinguent quand même bien des autres à en juger leur parcours de vie. Mais comme je le disais, il faut l'exception qui confirme la règle. Kobe est bien parti pour devenir le digne héritier de la marine, pourtant ses débuts étaient loin d'être notables. Oda voulait peut-être simplement dire que même si certains naissent avec un atout non négligeable et avec une force surhumaine, leur niveau n'en reste pas moins accessible pour autant. Bon, j'imagine qu'après la fin de ce chapitre, une question doit persister dans votre esprit, une crainte a dû s'installer en découvrant cette page finale. Garp va-t-il mourir ? Allons-nous vivre la fin du grand Garp après cette défaite acharnée face aux pirates de Barbe Noire? Je dois bien avouer que, wow, c'est bien la première fois depuis le début de One Piece que l'on est totalement légitime à se poser cette question. Surtout après s'être fait poignarder, après avoir encaissé l'attaque d'Aokiji et toutes les autres blessures qui se cumulent, c'est pas la joie. Mais il est aussi temps de faire appel à notre bon sens, et non, Garp n'est pas encore mort. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il survivra jusqu'à la fin de One Piece, et qu'il vivra une retraite heureuse. À tout moment, Oda peut décider de le faire mourir, et là on n'aura pas notre mot à dire. Ça ne serait pas si étonnant car on a l'impression qu'Oda fait tout pour lui créer un vrai héritage, que ce soit avec Kobe ou même Aokiji finalement. Comme pour Roger et Barbe Blanche qui ont marqué une nouvelle ère à leur mort, Garp a fait son temps. Il est d'une époque ancienne et révolue, sa place il la laisse petit à petit à ceux qui sont dignes de lui succéder. Mais s'il doit mourir, il lui faudra une bonne raison de le faire, et ce chapitre n'en est pas forcément une. Se faire transpercer n'est pas synonyme de mort pour autant. Barbe Blanche s'est lui-même fait transpercer, et c'est pas ça particulièrement qu'il a tué. Encore moins Luffy qui a subi une blessure incroyablement profonde par Crocodile l'ayant transpercé avec son crochet, il a totalement survécu. On peut même parler de Zoro qui a enduré toute la douleur de Luffy alors que lui-même était à moitié mort, pourtant il a survécu et c'était autrement plus intense qu'un sabre qui transperce. Bref, Garp est un personnage bien trop important dans One Piece pour qu'il meure ici, maintenant et aussi simplement finalement. Il ne faut quand même pas oublier que c'est avec Shanks et Luffy le premier personnage qu'Oda avait en tête quand il a écrit son histoire. Garp a toujours été le grand-père de Luffy, avec exactement le même caractère, le même comportement, à la différence que sa première version faisait de lui un pirate, quand sa version finale fait de lui un marine. Vous pensez vraiment que l'équipage de Barbe Noire, qui l'a pourtant massé pendant plus de 3 chapitres, va réussir à tuer l'un des rivaux de Chebek et Roger, qu'il va mourir ici, loin des yeux de Luffy et Dragon?
Allez, à part Teach, c'est Aokiji qui serait le mieux placé pour le tuer. C'est effectivement une possibilité à ne pas mettre de côté. Que son ancien disciple l'achève et rompant indéniablement son passé avec lui, ok. Mais là encore, Aokiji en sera-t-il vraiment capable? Lui qui n'a pas tué Zoro sur Ohara, lui qui n'a pas tué ni Luffy ni Robin alors qu'il en avait, 40 occasions. C'est peut-être difficile de se projeter vu la multitude de scénarios possibles qui nous attend et c'est bien à cause de ça que je n'assure généralement aucune idée, ou théorie que je peux émettre dans mes vidéos. Mais cette fois-ci, je prends le risque, ce qui est un bien grand mot, de vous assurer que Garp ne va pas mourir, car il en faut bien plus pour mettre un terme à la légende de la marine en personne. Et j'espère ne pas me prendre une clim. Le prochain chapitre sera déterminant, nous allons découvrir qui viendra le sauver, lui et tout son équipage. Alors rassurez-vous et ayez confiance en celui qui a toujours porté le vrai sens de la justice sur ses épaules.